Cette histoire, vous la connaissez peut-être. Il est né le 21 mai 1960. De 10 ans à 15 ans, il n'entretiendra pas beaucoup de liens sociaux avec les autres enfants, et se promène dans les alentours de chez lui, à la recherche d'animaux morts pour les disséquer, ou quand il ne peut pas, il les empale contre des arbres. Une fois, il a même empalé une tête de chien. Durant son adolescence, il découvre son homosexualité, mais décida de le cacher à ses parents. Dans cette même période, il se mit à l'alcool, et transportait toujours une flasque dans sa poche. En 1977, ses parents divorcent, et il part à l'université. Il n'y restera pas longtemps à cause de son alcoolisme. Son père le força donc à rejoindre l'armée. En 1978, il se fit virer de l'armée, avec en cause son alcoolisme. Et c'est ce jour-là qu'il commit son premier meurtre. Il a alors 18 ans. Nous sommes en juin 1918, et son père est au travail. Jeffrey prit un autostoppeur du nom de Steven X dans sa voiture. Après quelques temps de trajet, il lui proposa de passer chez lui boire un verre. Steven X accepta. Cette décision lui coûtera la vie. Au moment où Steven décida de quitter le domicile, Jeffrey le frappa de pleine force avec une barre d'haltère, puis l'étrangla avec. Il le traîna dans une autre pièce, dans laquelle il le démembrera. 9 ans plus tard, il commit un autre meurtre, celui de Steven Tuomi, sous l'impulsion, dans un hôtel. Il recommencera à tuer en tuant 3 personnes, en les amenant au bar avant, entre 1988 et 1989. Il prit un appartement en 1990, dans lequel il fera au moins 4 meurtres entre 1990 et 1991. Le 27 mai 1991, Conrad Simpson, son petit frère de 14 ans, qui s'était fait agresser sexuellement par Jeffrey quelques années plus tôt, a été retrouvé ensanglanté et sous l'effet de substances médicamenteuses dans la rue. Des personnes appellent la police, mais Jeffrey arrive sur les lieux et expliqua aux 2 policiers que c'est son compagnon de 19 ans qui gisse sur le sol. Les policiers vont alors accompagner les 2 hommes jusqu'à l'appartement de Jeffrey. Une odeur étrange émanait de l'appartement, mais les policiers ne l'ont pas souligné et sont repartis, laissant Jeffrey et son petit frère seuls. L'odeur étrange, c'était Tony Hughes, la dernière victime de Jeffrey, qui se décomposait dans l'appartement. Plus tard dans la nuit, il tua et démembra son petit frère, puis garda son squelette comme souvenir. Durant l'été 1991, Jeffrey ira de bar homosexuel en bar homosexuel, à la recherche d'autres victimes à inviter chez lui. Durant cette période, il assassina environ 1 homme par semaine, et le 19 juillet, il tua Joseph Brandolph. Après l'avoir tué, il lui découpa la tête et le mit dans son réfrigérateur. Jeffrey passa alors au niveau suivant. Il se mit en tête qu'il pouvait transformer les hommes en zombies en leur perforant le crâne à l'aide d'une perceuse électrique et en leur injectant de l'acide chlorhydrique ou de l'eau bouillante dans le crâne, pendant que ses cobayes étaient alors encore en vie. Le 22 juillet 1991, Jeffrey Dahmer utilise sa méthode favorite et ramène Tracy Edwards chez lui. Il le menotte et lui passe un film avec boisson et somnifères. Tracy est sur la route de ses derniers instants. Mais son instinct sent que quelque chose va venir, et il réussit à amadouer Jeffrey et à quitter l'appartement. Sur le chemin, il arrêta la police. Des renforts seront appelés et ils se rendèrent au domicile de Jeffrey Dahmer. Ils allèrent de découverte macabre en découverte macabre. Des têtes et des morceaux humains dans son frigo, un cœur dans son congélateur, des squelettes dans son placard, dont celui de Anthony Sears, tué 3 années plus tôt, des crânes dans les tiroirs, ainsi que 3 torses masculins dans un tonneau d'acide chlorhydrique. Il écopera de 16 peines d'emprisonnement à perpétuité et décédera suite à une agression le 28 novembre 1994. 28 ans après sa mort, une série nommée Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer sort sur Netflix et c'est un succès. D'ailleurs, ce sera pas le premier succès d'une œuvre qui parle d'un tueur en série. Mais pourquoi sommes-nous attirés par des histoires aussi sordides ? Un tueur en série, c'est un tueur qui réitère dans le temps. Selon les définitions générales et les plus connues, on devient tueur en série à partir de 3 personnes tuées. Et il faut que ces meurtres soient faits de manière séparée, que ce soit de plusieurs jours à plusieurs années. La première personne qualifiée de tueur en série, c'est Henry Howard Holmes en 1895. Il sera alors repris dans des films, des livres, des jeux et même dans un parc d'attractions. Mais notre attirance vers ces personnages est en réalité explicable scientifiquement. Déjà, on a premièrement ce qui s'appelle la pensée magique. Mais pour vous expliquer ce que c'est, je vais vous citer Joseph Agostini. On se figure que notre monde est assez protégé et on est rassuré. On ne peut pas s'imaginer qu'on puisse rencontrer un tueur en série en faisant de l'autostop ou en se baladant dans la forêt. Ils font partie des figures un peu mythologiques qui ont effrayé de tous les temps. Quand on est enfant, on lit des contes avec des loups et des méchantes sorcières, mais on traverse ces histoires effrayantes en sachant qu'elles seront terminées une fois le livre fermé.
Il y a une mise en récit, un cadre, un début et une fin. C'est la même chose avec les séries. On se rassure en se disant qu'on peut arrêter l'épisode. Ça nous enlève ce sentiment que le réel peut surgir à tout moment dans notre vie. La pensée magique se base sur le fait qu'on regarde une fiction. C'est en soi une manière de se rassurer sur le fait qu'on ne va pas rencontrer ces événements dans la vraie vie. Une autre manière de nous rassurer qui va avec la pensée magique, c'est la vigilance protectrice, qui vient elle aussi avec notre instinct de survie. Le fait de regarder ce genre de série nous persuade qu'on va mieux connaître ce qui pourrait être un danger pour nous par la suite. Mieux connaître son ennemi pour pouvoir mieux se défendre dans le cas où on se retrouverait face au danger. Ce phénomène est complètement inconscient. Colton Scrivener, chercheur scientifique au Recreation Fear Lab, ajoute que ce comportement est aussi présent chez l'animal. Les jeunes zèbres prennent le temps d'observer leurs prédateurs quand ils ne semblent pas être une menace à l'instant T. Mais vous allez me dire, moi quand je regarde une série, je ressens pas le besoin de mieux connaître mon ennemi. Alors déjà, ce phénomène est complètement inconscient et... Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience. Mais vous avez peut-être raison dans un certain cas, car il y a aussi ce qui s'appelle l'ambivalence affective. Le souhait d'essayer de comprendre les actes d'une personne tout en n'empêchant pas le fait de les condamner, bien évidemment. C'est le fait de ressentir de l'empathie à la vue de la douleur d'un autre, mais ça va en parallèle nous faire ressentir de la satisfaction ou du plaisir à la vue de l'autre souffrir. Cela viendrait aussi de notre instinct de survie. On préfère regarder les autres souffrir que nous voir nous souffrir. Nous sommes donc heureux de voir la souffrance chez les autres. L'ambivalence affective, c'est le fait de ressentir du positif et du négatif à la vue de quelqu'un. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes sont fascinées des tueurs en série. Lorsque la fascination devient de l'attirance, ça devient de l'hybristophilie. Ne cherchez pas sur internet. Mais on aime voir les gens souffrir. Ça veut dire qu'on est des psychopathes? On est dans une société dangereuse? Alors non, et pour plusieurs raisons. Déjà, on est attiré par ces personnages car ils sont complètement décalés de notre société avec toutes ces lois et toutes ces restrictions. L'humain est très curieux et voir ce genre de personnes, forcément, ça l'attire. Ensuite, voir des gens complètement dénués d'empathie nous rappelle et nous rassure sur le fait que nous, on en a de l'empathie. Et l'obsession des tueurs en série pourrait avoir en fait un rôle positif dans notre société. Selon Freud, l'humain a 3 instances psychologiques. Le ça, l'inconscient, les pulsions, le moi, le conscient, le langage et le surmoi, l'autorité, les règles, tous les tu ne dois pas que tu as intériorisés dans ta vie. Bien que les tueurs en série sont énormément mis sur le devant de la scène, ils sont toujours représentés comme des personnes brisées, vivant une vie de douleur, une vie extrêmement sombre. De cette manière, on voit leur comportement ignoble, et bien que fasciné par ces personnages, on le classe inconsciemment dans notre surmoi, dans les tu ne dois pas, afin de se protéger de toutes nos pulsions. En gros, on regarde tous les comportements qu'on aimerait éradiquer de notre société. En quelque part, l'attention portée à ces tueurs en série sécurise notre société.